Ayant exploré les concepts d'impulsion, quantité de mouvement, jusqu'à date, maintenant on va commencer à explorer les types de collisions qui peuvent se produire quand deux ou plus qu'un deux objets interagissent. Donc ça se peut des fois qu'on parle d'une interaction entre objets ou une collision tout simplement. Il y en existe trois. Donc on a vu la quantité de mouvement, c'est une mesure vectorielle, et on a vu qu'il y a une loi de conservation de la quantité de mouvement. Donc la raison qu'on parle de loi de conservation, c'est lorsqu'on compare deux différents temps ou deux différentes situations au cours d'un mouvement. Donc, en énergie, on parlait de l'énergie initiale, l'énergie finale, l'énergie à partie 1, l'énergie à partie 2, l'énergie à partie 3. Toutes des différentes étapes dans un mouvement. Même chose quand on va parler des collisions. On va souvent parler avant et après la collision, au lieu d'analyser la collision elle-même, qui peut être très complexe. Même si ça dure très, très peu de temps, les forces ne sont pas constantes, donc tu as une force variable, ça se peut que tu aies des déformations, du frottement qui va créer de la chaleur, ça peut être très compliqué. L'interaction elle-même, la collision elle-même. Donc, nous autres, on va juste vraiment traiter avant la collision et après la collision. Comme j'ai mentionné, il existe trois types de collisions qu'on peut avoir. Je donne les définitions dans les notes de cours. En gros, tu vas avoir des collisions élastiques qui conservent l'énergie cinétique complètement. Les collisions inélastiques, qui impliquent que ce n'est pas élastique, il y a des pertes d'énergie cinétique. Et ensuite, des collisions parfaitement inélastiques. Ici, on va caractériser ça dans votre manuel par une perte d'énergie cinétique maximale, donc c'est la plus grande perte d'énergie cinétique, mais surtout, ce qui est le plus important avec les collisions parfaitement inélastiques, c'est qu'après qu'il y ait eu la collision, les deux objets s'unissent. Donc, ils restent collés ensemble, ils restent rattachés, ils s'accrochent. Donc, des exemples de même, tu ferais penser à quelqu'un te lance une balle, deux objets. Tu as une balle qui bouge, que toi qui joues au football, peu importe, qui est en train de courir, deux objets. Après la collision, la balle te frappe, tu attrapes la balle, tu es maintenant un objet qui a la même vitesse. Similairement, un peu plus dans les exemples traditionnels ou classiques des collisions, une voiture et un camion se frappent. En se frappant, des fois, ils restent accrochés, donc les deux deviennent unis. Ils vont bouger ensemble. Ce qui est important, c'est qu'après la collision, les deux objets ensemble, et un objet, ont la même vitesse. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Donc, pour décrire ça, vraiment, on pourrait dire que la quantité de mouvement dans chacun d'entre eux, PI égale PF, donc ça, c'est la somme de toutes les quantités de mouvement. La quantité de mouvement du système total, ça, c'est across the board. Pour toutes les trois, ça, c'est universel. La quantité de mouvement, elle n'est jamais, jamais, jamais violée. Donc, parmi les trois types de collision. Quand on parle de l'énergie, on parle de la conservation de la quantité d'énergie, la conservation de l'énergie en général. Puis on a vu que ceci est toujours, toujours vrai aussi. C'est universel. Donc l'énergie, il n'y en a jamais de créée, il n'y en a jamais de perdue. Quand on décrit nos collisions, on ne parle plus de la conservation d'énergie, mais plus précisément la conservation de l'énergie cinétique. Okay? Donc on sait que l'énergie va toujours être conservée, mais elle peut être transformée dans différentes formes. Donc dans une collision élastique, il n'y a aucune perte d'énergie cinétique. Donc, ça veut dire que l'énergie initiale cinétique est égale à l'énergie finale cinétique. Donc, tu as des objets qui bougent qui ensemble ont des énergies cinétiques. Après la collision, tu as des objets qui bougent qui ont autant d'énergie cinétique. Ces types de collisions sont souvent décrits comme des jeux de billard. Pool, tu vas jouer au pool, tu vas jouer au snooker ou d'autres types de jeux de même où on veut minimiser les pertes d'énergie autant que possible. En réalité, les collisions élastiques ne se produisent pas. Réellement, là, de dire qu'on a conservé 100% de l'énergie cinétique, c'est très, 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 très difficile à faire, étant qu'il y a toujours des pertes. Même quand tu joues au pool, peut-être on dirait que les collisions sont presque élastiques, et d'après nos calculs, d'après nos conditions, quand on néglige la friction, etc., ils sont élastiques, mais en réalité, qu'est-ce qui arrive quand deux balles se frappent? Tu entends un son, et déjà, on pourrait dire qu'il y a eu une perte d'énergie cinétique en énergie sonore. Les balles peuvent se réchauffer, il peut y avoir de la friction, etc. Peu importe, étant qu'on fait des approximations, et pour toute fin pratique, l'énergie élastique est conservée. Ça se peut qu'il y ait une perte de 0,1%, que ce soit. Pour d'autres, on va appeler ça une collision élastique. Quand on va parler de les collisions inélastiques, c'est quand il y a une perte d'énergie. Donc souvent, ça va être quand deux voitures vont rentrer en collision. Tu vas avoir beaucoup de frottement, tu vas avoir beaucoup de friction, tu vas avoir beaucoup de déformation qui va absorber ou transformer cette énergie cinétique en d'autres formes d'énergie. Même chose avec l'énergie inélastique. Pensez à un problème classique qu'on va voir, c'est que pour mesurer la vitesse des balles qui sortent d'un fusil ou à des certaines distances, on va tirer une balle dans un bloc de bois ou un bloc de matériel et on va voir comment le bloc réagit. C'est un problème qu'on va voir plus tard.
Mais pour que la balle rentre à l'intérieur du bloc, la balle frappe avec une certaine vitesse, avec une énergie cinétique assez élevée. Petite masse, grande vitesse. Quand elle rentre dans le bloc et elle reste à l'intérieur, ça veut dire que la friction entre la balle et le bloc, l'intérieur du bloc, était assez grande pour arrêter la balle. Donc, il y a eu beaucoup de chaleur qui a été produite dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on dit que les collisions parfaitement inélastiques, eux, ont une perte d'énergie cinétique maximale. Donc, conservation de quantité de mouvement, cross the board, toujours vrai. Remarque que ceci est autant en X qu'en Y. Okay? Donc, ça veut dire qu'on va, c'est vectoriel, on doit analyser ça en X et en Y. Donc, on va avoir une paire d'équations pour la quantité de mouvement. On va faire la quantité de mouvement en X, quantité de mouvement en Y. On va commencer avec les quantités de mouvement en une dimension et plus tard en deux. Tandis qu'à l'énergie cinétique, pour les collisions élastiques, on dit que l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Conservation d'énergie cinétique est respectée. Tandis que pour les deux autres, énergie cinétique initiale n'est pas égale à l'énergie cinétique finale. Au général, il y a toujours des pertes. Ça ne change pas le cas que possiblement il y aurait une explosion qui se produit et qui transforme de l'énergie chimique, disons une tank de gaz qui explose après une collision, qui produirait une plus grande vitesse après la collision. Dans ce cas-là, c'est quand même inélastique puisqu'il y a eu un changement d'énergie cinétique. Il y a eu un gain d'énergie cinétique dans ce cas-là. Mais pour nos collisions, ça va être vraiment juste des pertes d'énergie cinétique pour inélastique et parfaitement inélastique. Bon, c'est résumé, c'est dans vos notes. Quantité de mouvement, toujours respecté. L'énergie, c'est ça qui va décrire vraiment les types de collisions, si c'est élastique ou inélastique. Donc, soit tu tombes dans la première ou tu tombes dans les deux autres. Et ensuite, pour préciser le type de collision inélastique, est-ce que les deux objets ont resté collés ensemble ou non après la collision? Alors, on va faire quelques petits exemples en une dimension et la prochaine vidéo touchera les collisions à deux dimensions. Donc, notre premier problème, c'est on n'a pas de valeur numérique, donc ça va être un problème très général. On va juste manipuler les équations pour voir qu'est-ce qui va nous sortir de ça. Donc, j'ai une boule de billard d'une masse M et d'une vitesse initiale VI. Moi, je vais prendre V1 qui est vers la droite. Okay? Donc, la vitesse initiale, là, V1 vectorielle, est vers la droite. Subit une collision élastique. C'est important, ils nous ont précisé quel type de collision. Le fait que c'est élastique nous dit que l'énergie cinétique initiale doit être égale à l'énergie cinétique finale, totale du système. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie cinétique après la collision. Donc, elle rentre dans une collision élastique avec une autre boule de billard de même masse. Donc, les deux masses sont pareilles. Donc, vraiment, ici, au lieu d'écrire M1 et M2, je pourrais juste écrire M et N. On pourrait préciser, les deux sont pareils, c'est la même variable, les deux ont la même masse. Initialement au repos. Quelle est la vitesse finale de chaque boule? Donc, vitesse initiale de 1, V1, va frapper une balle qui est immobile initialement, V2, ma masse 2. Après la collision, on va voir quelque chose qui va arriver et on veut savoir c'est qu'est-ce qui se passe. Donc, allons voir les équations ou ici, c'est ça, les deux équations. On va voir qu'il y a une équation qu'on va utiliser qui est l'énergie cinétique. Donc, ECI est égal à ECF. L'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale sont pareilles. Initialement, cette boule ne marche pas, elle ne bouge pas, elle n'a aucune énergie cinétique. Toute mon énergie cinétique initiale est seulement ma première masse, mv1 à la 2 sur 2. Donc, je connais ça. Je connais la masse. Ils nous ont donné ces masses m. Ils n'ont pas donné la valeur, mais ils nous disent qu'on a une masse m. La vitesse v1 est vers la droite, peu importe. C'est mes inconnus. Après la collision, allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on ne sait pas les vitesses, mais je sais que je vais avoir mv1', ma deuxième vitesse, à la 2 sur 2, et plus mv2' à la 2 sur 2. Et on imagine que les deux vont être en train de bouger. Je vais avoir vitesse 1 et vitesse 2. Les deux masses bougent. Je mets prime ici pour montrer que c'est la deuxième vitesse après la collision. Cette équation devrait être respectée. Remarque, j'ai une équation. J'ai l'inconnu qui est la vitesse de ma première boule et l'inconnu qui est la vitesse de ma deuxième. Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai une équation et deux inconnus? Je dois trouver une deuxième équation. Je viens d'analyser l'énergie. Ma deuxième équation va être la quantité de mouvement. Donc, la somme des quantités de mouvement initiales va être égale à la somme des quantités de mouvement finales. Ceci est toujours vrai, peu importe le type d'équation qu'on utilise, qu'on est en train d'analyser. Initialement, quantité de mouvement, encore, c'est pas exactement l'énergie, mais on a mv qui vient en jeu. C'est les mêmes variables qui viennent en jeu. Ma deuxième masse n'a aucune vitesse, donc elle n'a aucune quantité de mouvement à contribuer.
toute la quantité de mouvement initiale se trouve dans ma première balle. Donc, je vais avoir MV1. Après la quantité, encore, c'est une valeur positive. Si ça aurait été négatif, même là, la direction est cachée dans mon vecteur. Après la collision, on imagine que les deux bougent. Je vais avoir MV1' plus MV2'. Je veux qu'on remarque quelque chose d'assez important ici. Dans les deux équations, je pourrais faire une petite passe mathématique qui va être la fun ici, qui va diminuer la grandeur de mes équations. Initialement, on avait dit que la masse 1 et la masse 2 étaient identiques. Ça veut dire que le m dans chacune de ces équations est pareil. Je n'ai pas eu besoin de mettre M1, M2, M1, M2. Je n'ai pas besoin de précis puisque c'est toute la même valeur. Essentiellement, ce que je peux faire, c'est que je peux aller éliminer le m dans chacun. Je divise par m, je divise par m. Ça va me simplifier mes équations pour que je retrouve V1 égale V1' plus V2'. Et même ici, il y a une autre chose que je pourrais faire, puisque c'est strictement des énergies cinétiques, divise par 2, divise par 2, divise par 2, je pourrais doubler les deux côtés, qui m'éliminerait ça, ça, ça. Donc, on retrouve, dans ce cas particulier, puisque les masses sont identiques. Si les masses ne sont pas pareilles, ça ne serait pas le cas. Et donc, faites attention, je retrouve V1 à la 2 égale V1' à la 2 plus V2' à la 2. Donc, voilà mes deux équations. J'ai des vitesses, la masse n'est pas en jeu puisqu'elle était dans chaque terme et j'ai pu l'éliminer. Maintenant, il faut que je trouve une façon de représenter V1' et V2'. C'est ça mon but. Moi, je veux trouver c'est quoi V1', c'est quoi V2', exprimé d'après des variables que je connais, comme la masse et la vitesse initiale de ma première boîte. Première balle, whatever. Donc, j'ai deux équations, deux inconnus. Je connais V1, je connais V1. V1', V2', V1', V2', j'ai deux inconnus. Je peux en isoler une et la remplacer dans l'autre équation. Donc, on peut choisir n'importe quelle que tu veux. Moi, je vais aller prendre, vous avez V1'. V1' va être égal à V1 moins V2'. Donc, j'ai envoyé mon V2 de l'autre côté, j'ai isolé celle-ci. Je peux ensuite la rentrer dans mon autre équation, qui me donnerait V1 à la 2 est égal à V1'. Je remplace ça par V1 moins V2' plus V2'. Okay? Donc là, je vous ai dit, là, il n'y a pas de gros nouveaux concepts. MV, c'est la seule nouvelle chose qu'on a vraiment vue. Quantité de mouvement et sa conservation. Mais, tu vas voir, quand on mélange les équations, ça peut devenir long algébriquement. Donc, inquiétez-vous pas, suivez vos maths. Ça c'est à la 2. Tout ça à la 2. Pour me donner de la place, je vais réécrire. Donc, je vais effacer ça. Je vais garder ce que j'ai besoin. Donc, je vais garder cette équation ici. Je vais l'écrire en bas là. Je vais l'utiliser tout à l'heure. Et ensuite, je vais garder cette équation ici qu'on va aller développer. Donc, on est de retour. Donc, j'ai écrit ma première équation qui était les quantités de mouvement. J'avais abouti à ceci pour isoler V1'. Je vais la garder là. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mon autre, quand j'ai combiné mes deux équations, j'ai retrouvé celle-ci. Maintenant, on va les développer. Remarquez que V1, je le connais, V1, je le connais. V2', je ne le connais pas, mais je le cherche. V2' encore, je le cherche. Donc, j'ai juste un inconnu maintenant. C'est ça la substitution. C'est pour ça que ça nous aide. Donc, ici, quand on a une parenthèse à la 2, vous imaginez A plus B, C à la 2, donc A plus B, A plus B, A plus B. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Là. Si tu veux t'aider, tu peux les réécrire une à côté de l'autre et tu fais la lune. Je ne sais pas ce que vous l'appelez vous autres, là, mais A fois A, ça donne A au carré. A fois B, ça donne AB. B plus A, un autre AB. C'est pour ça qu'on a le petit 2AB, B fois B. Peu importe la façon que tu le fais, là, débrouille-toi. Je vais l'écrire assez vite ici. On finit avec V1 à la 2. Mais remarque que quand je le mets à la 2, là, on perd la direction. Je retombe dans une scalaire. Ensuite, je vais avoir ça fois ça, et ça fois ça, donne moins 2 V1, V2, plus V2' à la 2. Remarque qu'il est à la 2, donc je perds la direction, plus V2'. Oh, pardon, j'ai oublié. Lui, il y avait un petit 2 en haut là. V2 à la 2, c'est toute l'énergie. OK, donc ça a l'air d'être bien. Ça fois ça à la 2, ça me donne ça. Ça fois ça, ça fois ça, ça me donne ça. Ça fois ça, ça devient positif à la 2, c'est bien. Et c'est beau. OK. Donc, allons voir qu'est-ce qui nous ressort ici. J'ai V1 à la 2, V1 à la 2 des deux côtés. Donc, si je soustrais V1 à la 2 des deux côtés, les deux s'annulent.
je retrouve 0 égale négatif 2 V1, V2 plus V2. Ah, pardon, là, ici, je vais combiner V2' plus à la 2 plus V2' à la 2. Donc, j'ai plus 2V2' à la 2. Je vais simplifier un peu. N'oublie pas, moi, je vais aller isoler V2. Remarque que V2 se trouve dans sur mes deux côtés de l'équation. Donc, si je divise par V2, donc je vais V2 divisé par V2, comme on avait fait avec les masses, c'est le même truc. On élimine V2 ici, on élimine à la 2 là, 0 divisé par n'importe quoi, ça reste 0. Donc, c'est un petit truc. On aurait pu le factoriser, peu importe, là, ça nous donne la même chose. On retrouve 0 égale négatif 2V1, mon V2 est parti, plus 2V2'. Mon exposant à la 2 est parti, je viens d'en diviser 1. Maintenant, moi, je veux juste isoler ceci. Remarque que les deux sont un facteur de 2. J'aurais pu m'en débarrasser ici aussi. Alors, divise par 2 des deux côtés. Sure, ça devrait ça. C'est bon? V1 est négatif, je l'amène de l'autre côté. V2', donc V2' est donc égal à V1. Et, puisqu'on l'avait redivisé, on a retrouvé notre direction. V2 est égal à V1. Vectoriel. Donc, ça veut dire, allons voir ce que ça veut dire là. Une fois qu'il y a une collision, la vitesse de ma deuxième balle de billard est maintenant égale à la vitesse initiale de la première. Donc, toute sa vitesse est maintenant sa vitesse. OK, c'est beau, on vient de trouver une réponse. Je vais l'écrire en rouge ici. On a trouvé que V2' est maintenant égal à V1. Mon premier vecteur, V1. C'est beau. Maintenant, c'est quoi la valeur de V1'? Après la collision, c'est quoi la valeur de ma première balle? N'oublie pas, il faut qu'on ait une conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Une fois que j'ai terminé avec cette équation, quand on a trouvé une de nos inconnues, on peut la reprendre. C'est pour ça que j'ai gardé celle-ci là, pour la rentrer là-dedans. Donc, remarque, quand j'avais pris mon V1', je l'avais rentré dans mon équation de l'énergie, j'avais enlevé le V1' à l'intérieur. Je l'avais substitué pour la remplacer par V1 et V2'. Donc, quand je reviens, j'ai déjà isolé V1'. Moi, c'est ça que je cherche maintenant. V1' est égal à V1, que je connais, moins V2'. On vient de trouver que V2' c'est égal à V1. Donc, si je remplace ça là, par V1, ben c'est quoi V1 moins V1? C'est 0. Donc, la vitesse V1' après la collision est 0. Elle arrête parfaitement. Donc ça, c'est un cas particulier. Essentiellement, ceux qui ont déjà joué au billard, c'est ça qu'on essaye de simuler autant que possible. En réalité, les deux balles, la balle blanche que tu vas frapper avec le bâton, n'est pas la même masse que les autres. Il y a une différence de masse, mais on essaie de simuler ça autant que possible. Quand la balle frappe une des autres balles, souvent la balle blanche, si ça frappe parfaitement directement dans le milieu de la balle blanche arrête presque et l'autre balle continue à avancer avec la vitesse initiale de la première. Ou presque. On sait qu'il y a toujours des petites pertes. C'est ça qui arrive. La première balle frappe celle-ci. Si la première arrête complètement et lui communique toute son énergie pour qu'elle continue. Donc ça, c'est un cas particulier qui se produit seulement lorsqu'on a deux masses parfaitement identiques et lorsqu'ils se frappent parfaitement une en avant de l'autre, une seule dimension. En deux dimensions, ça peut devenir un peu plus complexe. Donc, remarquez que ceci, là, c'était un problème de collision simple, il y avait juste une masse, et seulement à une dimension. Ça va devenir un petit peu plus intense dans la prochaine vidéo. Allons faire un autre exemple avant de construire autre chose. On va avoir un autre problème maintenant qui est similaire, mais un peu différent. Au lieu d'avoir deux masses qui sont identiques, on va maintenant avoir une masse qui est légèrement plus grande que l'autre. Donc la balle qui va frapper, qui va heurter la deuxième, va avoir une plus grande masse. On va voir qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là. Effectivement, je vais vous donner des petites simulations et vous pouvez les essayer si vous avez une variété de balles à jouer avec. Si vous avez une table de Pau, je vous encourage à en faire un peu pour cette unité. Allez voir qu'est-ce qui arrive quand tu frappes deux balles qui ont exactement la même masse ou une balle qui est légèrement plus massive que l'autre. Dans les simulations que je vais vous envoyer, c'est très clair. Donc, je vous encourage à aller les explorer. Ça fait partie de votre devoir. Là. Donc, si j'ai un cas où j'ai une première balle, une Super Ball, je crois. Donc, un enfant a roulé une Super Ball de 2,5 × 10 à la négative 2 kg le long d'une table à une vitesse de 2,3 mètres par seconde, de sorte qu'elle heurte
de plein fouet une autre super balle plus petite, mais stationnaire, qui a une masse de 2 fois 10 à la moins 2 kg. La collision est élastique. Détermine la vitesse vectorielle de chacune des balles après la collision. Donc, très similaire comme situation, sauf que cette fois, les deux masses ne sont pas pareilles. On ne pourra pas juste diviser la masse comme on l'a fait la dernière fois. Il va falloir qu'on fasse attention un peu. Aussi, ils nous disent que c'est élastique, donc l'énergie cinétique est conservée. Ceci n'est pas toujours le cas, à moins que le problème le state explicitement ou le dit d'une autre façon implicitement. On ne peut pas juste assumer que c'est élastique. Parfois, il faut qu'on vérifie si une collision est élastique, mais à moins qu'ils nous le disent, on ne peut pas utiliser cette équation. Okay? Donc, allons-y. On sait qu'on va avoir deux différentes équations pour ce type de problème, étant que la conservation de la quantité de mouvement est toujours respectée. Donc, conservation de la quantité de mouvement, toujours respectée dans les collisions. Ceci est toujours vrai. On peut toujours utiliser cette équation. Dans ce cas qui nous disent que c'est élastique, on peut l'utiliser ECI égale ECF. Donc, allons choisir une de nos équations pour aller voir si on a vraiment besoin de l'autre. Initialement, j'ai ma première masse M1 qui a une certaine vitesse V1, et la deuxième, on n'a pas. Je peux écrire M2, V2, puis ensuite V2 est 0. Moi, je vais juste le mettre puisque c'est 0. Je sais que c'est 0. Après la collision, je vais avoir M1, V1'. Je vais avoir ma nouvelle vitesse pour V1, plus M2, V2', qui va être sa deuxième vitesse. Qui est ce que je cherche? Mes deux inconnus. Une équation, deux inconnus, ça c'est de la merde. Il faut que j'aille chercher quelque chose qui va m'aider, qui est ma deuxième équation, qui va être la conservation de l'énergie cinétique. Une autre chose à remarquer, là, juste avant qu'on continue le problème, masse 1 va frapper masse 2. Masse 2 va faire quoi? J'espère qu'elle va rouler vers la droite. Okay? On va s'attendre que j'ai au moins une vitesse positive dans V2'. Ça devrait être une erreur positive. Si j'ai un nombre négatif, j'ai probablement fait une erreur quelque part. Quand ça vient à V1', qu'est-ce que cette balle va faire? C'est là que je voulais que vous allez explorer. C'est quoi qui arrive quand on frappe différentes balles avec des différentes masses? Dépendant des masses qui se frappent, ça se peut que cette balle continue dans la même direction ou qu'elle rebondisse dans une autre direction. Donc, c'est ça qu'on va explorer ici essentiellement. Donc, allez vraiment travailler les simulations que je vous envoie. OK. Donc, comme j'ai dit, on est pris ici. On a besoin d'une deuxième équation. Allons voir l'énergie. Initialement, j'ai M1 qui a une vitesse V1 à la 2 sur 2. Après, je vais avoir M1 V1' à la 2 sur 2 plus M2 V2' à la 2 sur 2. Très similaire, sauf que mes vitesses sont à la 2, donc c'est plus vectoriel, c'est scalaire, plus de direction. Et aussi, remarque que j'ai divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Je peux donc tout multiplier par 2 et me débarrasser de la division par 2. Donc, ceci, c'est une chose que je peux faire dans presque tous les cas d'énergie cinétique. Ce n'est pas nécessaire, mais ça se peut que ça t'aide un peu. Deux équations, deux inconnues dans chacune des deux mêmes inconnues, qui est important. Allons en isoler une pour la rentrer dans l'autre. Donc, je dois prendre une de mes inconnues et la rentrer dans l'autre équation. Moi, je vais aller prendre l'inconnu dans ma conservation de quantité de mouvement, étant qu'il y a moins d'opérations à faire pour l'isoler. Ici, j'ai des racines carrées que je vais avoir à faire, puis ça ne me tente pas de niaiser avec ça. Donc, je vais vraiment juste mettre, allons isoler V1' vectoriel. Donc, ça me sortirait avec M1 V1 moins M2 V2' sur M1. Donc, j'ai pris mon M2 V2, je l'ai amené de l'autre bord, il est négatif, j'ai divisé par M1, j'ai ça. Donc, voilà la variable V1' isolée. Je la rentre dans mon équation, qui me donne M1 V1 à la 2 est égal à M1, ouvre la parenthèse, je remplace M1 V1 moins M2 V2 sur M1, tout ça à la 2, plus M2 V2' à la 2. OK. Maintenant, on doit développer et simplifier. On va avoir bien des choses à simplifier, on va aller voir. Inquiétez-vous pas, c'est beaucoup d'algèbre. Regarde, tu pourrais rentrer tes nombres à l'intérieur de tes variables et pitonner, mais, guys, ça en fait beaucoup à pitonner. J'ai peur que vous allez faire des erreurs. C'est pas une mauvaise habitude à tout développer avec tes variables avant de rentrer les valeurs à l'intérieur. Peu importe la stratégie de ça va fonctionner si tu le fais bien, mais c'est juste que tu es plus porté à faire des erreurs si tu as plein de nombres tout partout et ton équation est ça longue. Tandis que ici, j'ai pas de variable et est déjà quand même assez longue. J'ai pas de valeur, numérique. OK.
premièrement, j'ai-tu juste une inconnue, là. V1, je le connais, V1, je le connais, V2', je ne vais pas oublier ça, là. V2', c'est ce que je cherche, V2', c'est ce que je cherche. C'est j'ai juste un inconnu. Donc, allons développer cette parenthèse ici. M1, V1 à la 2 égale M1. Là, au numérateur, j'aurai M1 à la 2, V1 à la 2, moins M2 à la 2, V2. Oh, pardon, j'ai oublié mon terme du milieu. Moins M1, M2, V1, V2 prime, plus M2 à la 2, V2 prime, sur M1 fois M1 qui me donne M1 à la 2. Plus M2, V2 prime à la 2. Ah, voilà, excellent. Là, j'ai oublié 1, 2 en haut ici. Donc, j'ai M1, V1 fois lui-même qui me donne M1, 2, donc M1 à la 2, V1 à la 2. J'ai regardé mon petit vecteur en haut là, c'est pas nécessaire, on pourrait l'enlever. Fais juste te souvenir que si c'est à la 2, c'est scalaire. Si ce n'est pas à la 2, j'ai un vecteur, j'ai ma direction. Quand on fait la stratégie de la Lune, je multiplie lui avec lui-même, c'est ça, lui avec lui avec lui, qui me donne 2, donc négatif 2, M1, M2, V1, V'2. Et ensuite, lui avec lui-même, négatif, négatif devient positif, M2 à la 2, V2' à la 2, c'est scalaire. Et au numérateur, M1 fois M1, puis mon dernier terme, il ne change pas. Oh, well. OK, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. J'ai M1 qui est en train de multiplier toutes ces choses-là. On pourrait imaginer que j'ai encore des parenthèses ici. M1 est en train de multiplier tout ça. Donc, je pourrais distribuer mon M1 à chacun des termes, ou on peut remarquer que j'ai M1 et j'ai M1 au dénominateur. Donc, un de mes M1 ici va aller annuler le petit 2 là. Aussi, une autre chose que je pourrais aller faire, c'est voir que j'ai M1 qui divise un terme qui a M1 à la 2, qui a M1 ici, ici il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce dernier M1 qui me reste va annuler celui-ci. Il me reste M1, V1 à la 2. Le M1 à la 2 vient se faire annuler par 1 de celui-ci. Moins 2 M2, V1, V2 prime, vectoriel. Donc encore, mon M1 a divisé le M1 en là, ils sont annulés. Ici, je n'ai pas de M1 dans le terme, donc je vais le garder. Je vais avoir M2 à la 2, V2 prime à la 2 sur M1. Et lui, il n'a pas changé, il ne faisait pas partie de ma parenthèse. Et à la droite, à la gauche, pardon, V1, V1 à la 2. OK. Quoi d'autre est-ce qu'on peut aller simplifier maintenant? Donc, l'idée, c'est vraiment de se débarrasser d'autant que possible avec des petits trucs mathématiques, manipulation algébrique. Remarque, j'ai M1, V2, M1, V2. Les deux sont positifs. Si je soustrais M1, V2 des deux côtés, je m'en débarrasse. Il me reste 0 est égal négatif 2 M2 V1 V2 plus M2 V2 prime à la 2, ça c'est à la 2 sur M1 plus M2 V2 prime à la 2. On y arrive tranquillement. Une autre chose à remarquer, maintenant que je me suis débarrassé du terme ici et de celui-là, j'ai un 0 à la gauche. Très puissant le 0 à la gauche, surtout quand tu as une variable qui est dans chacun des termes, comme M2. Je peux aller diviser la gauche et la droite par M2. M2 est parti, un des M2 est parti, et le M2 là, il est parti. Je vais réécrire cette équation et celle-ci. N'oubliez pas, comme je fait la dernière fois, là, quand tu isoles une de tes variables dans ta première équation, tu vas la réutiliser celle-là. Celle-là, je vais la garder là. On va l'utiliser dans quelques minutes. Je vais réécrire l'équation ici, que j'ai presque terminé avec, en haut là pour la continuer. Donc, comme j'ai dit, j'ai réécrit l'équation qui était ici en haut là, avec l'élimination de M2. Je veux que vous remarquiez qu'il y a une autre variable qu'on pourrait faire la même chose. Il y a une autre variable qui se retrouve dans chacun des termes à la droite. C'est mon vecteur V2'. Pardon, ça devrait être V2'. V2', V2', V2'. Si je divise par V2' across the board, tout le côté droit, ça va éliminer V2'. Enlever ça, enlever ça. Quand c'est pas à la 2,
je me retrouve avec mes petits vecteurs. Je me retrouve avec une direction. Je vais écrire ça, 0 égale négatif 2V1 plus M2 sur M1 V2' plus V2'. Je vais prendre mon V1 vectoriel, je vais l'amener de l'autre côté. Je suis avec 2V1 vectoriel. Ça, c'est V1, ouais, ça, c'est V1 initial, pardon, pas V1'. M2 sur M1, V2 plus V2'. Quand j'ai un terme de cette façon-là, c'est comme avoir un terme semblable. Si tu rentres M2 et M1 à l'intérieur, ça, c'est juste un nombre. Donc, ce nombre plus 1, ça me donnerait mon nombre ensemble. Donc, je pourrais rentrer les valeurs ici. Je ne vais toujours pas le faire. 2V1, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence. M2 sur M1 plus 1 égale fois V2'. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inverse de la distributivité. Remarque, si je distribue mon V2', je retrouve ceci, mais quand tu l'as dans les deux termes, tu peux le sortir d'une parenthèse, essentiellement. Donc, je vais diviser par cette parenthèse. On finit avec V2' qui est égal à 2V1 sur M2 sur M1 plus 1. Je connais la valeur de V1, c'est 2,3. Je connais la valeur de mes deux masses. Je peux donc calculer ma valeur de V2'. 2 fois 2,3 mètres par seconde. Je le garde positif puisque c'est une valeur positive. Sur masse 2 fois 10 à la négative 2 kg sur 2,5 fois 10 à la négative 2 kg plus 1 qui nous crache une valeur de 2,5 périodiques mètres par seconde. Je crois qu'on est à deux chiffres significatifs, donc 2,6 mètres par seconde. J'ai 2,6 mètres par seconde pour ma vitesse V2'. Bon, je vais écrire ici, là, juste pour l'identifier, 2,6 mètres par seconde. Positif, comme on s'y attendait, et plus grande que ma vitesse initiale, de V1. That's weird, un peu bizarre, mais on va voir si ça fonctionne quand même. Remarquez que la conservation de l'énergie cinétique est respectée. Donc, si j'ai masse fois vitesse au carré divisé par 2 qui me donne un certain nombre, qu'est-ce qui va arriver ici? La vitesse ici va être plus grande, plus petite, négative, positive. L'énergie, c'est parfaitement scalaire, donc on ne peut pas parler de direction, mais on peut parler de grandeur. Si j'ai 2,6 à la 2 fois 10 à la négative 2, peu importe, là, avant j'avais 2,3 à la 2 fois 2,5. Donc j'ai quand même une grande partie de l'énergie qui est ici. J'ai une masse qui est plus petite, oui, légèrement plus petite, mais qui bouge un peu plus vite. Donc, il y a quand même une grande partie de l'énergie qui est rendue dans cette masse. Donc, il y a probablement une vitesse qui est très petite ou beaucoup plus petite que 2,6 ici. Tant qu'à la direction, ce n'est pas nécessairement très clair. J'ai M1 fois V1, qu'on connaît, moins M2 fois V2'. Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. Mais quel nombre qui est plus grand? 2,5 fois 2,3 ou 2 fois 2,6? Probablement celle-ci qui est un peu plus grande. On va aller voir là, mais... donc j'ai probablement une vitesse qui est quand même positive ici. Allons voir. Donc, la raison que j'ai gardé cette équation, c'est remarquer que maintenant que je connais V2', je connais toutes mes variables. Je connais M1, V1, M2, V2' et M1. Donc, on peut juste rentrer ce qu'on connaît. 2,5 fois 10 à la moins 2 kg. Ça peut effacer ça, là, besoin de la place. Fois 2,3 mètres par seconde, moins 2 fois 10 à la moins 2 kg, fois 2,5 périodiques mètres par seconde. N'oubliez pas de prendre la valeur non arrondie pour continuer le problème. Divisé par la masse 1, M1, qui est 2,5 fois 10 à la moins 2 kg, qui nous crache une valeur de 0,25 périodique, qui nous donne 0,26 mètres par seconde. 10 fois plus lent, mais quand même positif. 0,26 mètres par seconde. Quand même positif, quand même vers la droite. Donc, voilà un exemple d'un problème qui peut être très long. Guys, prenez votre temps, vraiment prenez votre temps. Ces problèmes comme ça, conceptuellement, c'est un peu nouveau. Mathématiquement, pas hyper difficile. C'est vraiment juste de l'algèbre et de ne pas se perdre dans tout ça.
Je sais que c'est pas évident de le faire sur un petit tableau blanc. D'habitude, je prendrais comme 2-3 tableaux noirs là, pour vous montrer chaque étape. Comme ça, on peut aller référer. Prenez-en masse de place pour faire ces problèmes comme ceci. Travaillez le devoir, pratiquez-vous. Ça ne sera pas toujours des collisions élastiques. Et on va se revoir pour les collisions en 2 dimensions. Ça ne simplifie pas pour 2 dimensions, disons. À la prochaine.